Bienvenue à tous pour cette conférence consacrée à Saint Grégoire, un monde de lumière à l'heure de l'exposition universelle, l'occasion de réaliser une restitution d'un voyage d'études que j'ai pu réaliser là-bas dans les Émirats arabes unis, euh, et notamment sur les traces du pavillon France, qui expose actuellement jusqu'à la fin du mois de mars 2022 une édition originale de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, au dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, dont vous avez une photo ici. Et nous allons découvrir en quoi Saint Grégoire, qui est une commune riche en innovation, pourrait également enrichir son vocabulaire créatif en marchant sur les traces des expositions universelles. De nombreuses communautés, friandises et expériences modernes ont fait leur apparition à l'occasion de plusieurs d'entre elles. D'abord celle de Chicago en 1893, l'électricité, la grande roue et la fermeture éclair ont été dévoilées au grand public. Celle de Buffalo en 1901 avec l'appareil à rayon X. Le cornet de crème glacée qui a été aussi une douceur très agréable pour gérer les files d'attente à l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri. Et puis enfin l'apparition du poste de télévision lors de la grande exposition universelle de 1940. Vous avez ici en photo le pavillon France, tel qu'il existe aujourd'hui à Dubaï, qui est tapissé d'ardoises photovoltaïques en photo que vous voyez sur la structure du bâtiment et qui sont en réalité inspirées des nymphéas de Monet, ce qui explique ce ton de couleur vert et bleu et qui est un formidable écrin de nouveautés dans l'utilisation de l'énergie photovoltaïque à travers un clin d'œil à la peinture et à ce génie de l'impressionnisme qui était Monet et qui recherchait en permanence de nouvelles formes, de nouvelles perspectives, plutôt que l'aspect stable et figé des choses. Ce pavillon France est consacré notamment au thème Lumière-Lumière, qu'il faut voir dans l'esprit de nouveautés, d'innovations techniques qui ont aussi marqué l'inventivité des pavillons présents à chaque exposition universelle. Et puis l'innovation philosophique aussi, parce que derrière les Lumières, il y a énormément de foi dans la raison. Alors, beaucoup d'innovations alimentaires ont marqué justement les expositions universelles. Vous savez que le Saint-Grégoire est un camembert qui a été créé sur la commune éponyme en Bretagne. Nous allons revenir sur l'histoire de cette société laitière, mais je voudrais, à travers ces ardoises photovoltaïques de Dubaï, vous montrer que l'ardoise continue de voyager, y compris dans nos papilles. Certains d'entre vous connaissent peut-être le carnan d'ardoise, cette fine nougatine qui est entourée de chocolat bleuté, est une référence à l'Odyssée de l'ardoise qui aujourd'hui rayonne à Dubaï. Et peut-être que finalement, l'aventure du lait qui a marqué le territoire brétilien, la Bretagne, les fromages de Saint-Grégoire tout particulièrement, pourrait aussi se tisser un chemin créatif lors de prochaines expositions universelles et on va regarder et on va le voir comment. Comment, à travers le prisme d'un voyage dans l'espace et dans le temps, ici apparaissent peut-être des souvenirs. Avec la Société laitière de Saint-Grégoire, la commune a développé un camembert unique avec des emballages et des motifs imprimés singuliers. Cette audace publicitaire a suscité l'intérêt de collectionneurs d'étiquettes, dont vous voyez ici les traces et la fraîcheur de cet ensemble dans un état extraordinaire de conservation étonne. Et pour accompagner cette évolution, cette conférence vous propose de revenir à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, au dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, exposé pour la première fois hors de France à Dubaï.
Et les philosophes des Lumières avaient justement bien compris l'importance de cette aventure du lait, l'importance de cultiver la valeur imaginaire ajoutée des produits laitiers. Et Diderot et d'Alembert qualifiaient justement le Roquefort de roi des fromages, euh, qui est d'ailleurs devenue la plus ancienne appellation d'origine fromagère. En y voyant un formidable vecteur de marketing territorial, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, en tous les cas une résonance entre notre patrimoine alimentaire tiré de la culture de notre territoire. Et donc cette conférence est l'occasion de suivre l'héritage de ces philosophes et d'illustrer en quoi leurs réflexions nourrissent tout autant notre présent. Ici, le pavillon France, que vous pouvez voir en photo à l'occasion de l'exposition universelle de Dubaï, la structure au moment des travaux conçue par plusieurs cabinets architectes et qui se veut une référence au thème Lumière-Lumière. On va voir comment il existe plusieurs ouvertures pour rentrer dans ce sujet, en rappelant peut-être un peu d'histoire concernant les expositions universelles et les audaces architecturales qui les ont accompagnées. La Grande Roue, que certains connaissent peut-être à Chicago, l'Atomium à Bruxelles, qui était doté de l'un des ascenseurs les plus rapides de la planète, Space Needle à Seattle, qui avait accueilli une exposition universelle en 1962, avec cette tour qui est dotée d'un restaurant panoramique à son sommet et qu'il est toujours possible de visiter, de découvrir et qui a véritablement quelque chose d'exceptionnel. Et Alhuazen Plaza, qui est le plus grand dôme autoportant au monde et la pièce centrale de l'Expo de 2020 et une des carrefours emblématiques du futur quartier District 2030 qui naîtra à l'issue de l'exposition universelle. Beaucoup de structures historiques en sont aujourd'hui le témoignage. Le Crystal Palace d'abord parce que c'est ici qu'a commencé la première exposition en 1851 à Londres et qui voulait véritablement mettre en lumière les inventions de la révolution industrielle. La Tour Eiffel, c'est un symbole important qui n'a pas été populaire immédiatement et certains avaient fait notamment campagne pour son démantèlement après la fermeture de l'exposition universelle de 1889. Alors, quel miroir, justement, alimentaire, industriel, territorial, est-il aussi possible d'imaginer dans le cadre des expositions universelles et comment faire justement rayonner Saint-Grégoire au-delà des mers et des océans? D'abord, rappelez qu'en sa qualité de président de la Society of Art, le prince Albert avait créé un comité pour organiser des expositions dans le but d'améliorer le design britannique. Et une exposition à Birmingham avait été organisée en 1849 et suivie de la première exposition véritablement internationale, cette grande, qui portait à l'époque le nom de Grande Exposition des produits de l'industrie de toutes les nations, qui s'est tenue au Crystal Palace. Et aujourd'hui, qu'il est possible de retrouver en termes de chemin de mémoire dans le parc de Hyde Park. Ce plus grand jour de notre histoire a été la réaction émue de la reine Victoria qui s'est rendue pas moins de 34 fois à cette première exposition et elle a écrit à son oncle Léopold, le roi des Belges, que l'inauguration de la grande exposition était le plus grand jour de notre histoire. À travers un succès remarquable, 100 000 objets du monde entier répartis en matières premières, produits manufacturés, beaux-arts et machines. Alors aujourd'hui, les pays européens continuent de voyager. Vous avez ici l'exemple du pavillon Belgique à l'exposition universelle de Dubaï, intéressant dans le prisme homme-nature parce que c'est une arche de la nature qui invite à collaborer, à imaginer et qui se veut justement un élément fort du biomimétisme. Le pavillon France, vous avez ici un plan de la structure, très intéressant, et puis la scénographie dynamique qui a été imaginée pour permettre aux visiteurs de découvrir les nombreuses innovations
mis en valeur par les différents exposants. Le pavillon France est aussi, à travers ces ardoises photovoltaïques que vous voyez ici en photo, une formidable vitrine pour repenser les échanges de la France avec le reste du monde. Et les Indes bleues sont un élément intéressant en référence à l'exportation des ardoises, qui ont été extrêmement importantes, en particulier lors de la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666. Le pavillon France, que vous revoyez ici, lumière, offre un clin d'œil extraordinaire à la nouveauté, à l'inventivité. Et ces ardoises photovoltaïques colorées sont, comme je vous l'indiquais, inspirées des nymphéas de Monet, qui, ce génie de l'impressionniste, avait des liens avec Londres parce que c'était la ville où il a développé ses premières commandes. Et très vite, s'est construit une identité artistique autour de l'impressionnisme, autour de cette capacité à dénoter des intuitions fugitives, mettre en scène un mouvement et privilégier effectivement les perspectives plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses. Les expositions universelles laissent des traces. Je pense au parc oriental de Molivrier dans le Maine-et-Loire, aux portes de Cholet, le plus grand jardin japonais d'Europe, et son architecte Alexandre Marcel avait reproduit des moules provenant de l'exposition universelle de 1900, où il avait été chargé de la réalisation de 3 pavillons, celui du Cambodge, celui de l'Espagne et celui de la Compagnie des messageries maritimes, le panorama du tour du monde. D'autres projets lui seront confiés en Belgique et au Japon. Ici, le pavillon belge dont nous avons parlé. Chaque exposition univers se veut une expérience de nouveauté, d'innovation, et l'idée est d'offrir un carrefour et une boussole créative pour justement réunir les talents du monde entier. Le site de l'expo que vous voyez en photo s'est structuré autour de 3 districts, un district mobilité, un district opportunité, un district durabilité. L'ensemble de ces pavillons, de ces 3 districts, était également riche d'une offre d'expériences, de découvertes, de restaurants, d'expériences culinaires, de nombreuses richesses autour de la gastronomie, des super aliments à découvrir. Un métro a également été conçu à travers dont la gestion a été confiée à un consortium franco-japonais, Keolis et Mitsubishi, et permettant aux visiteurs depuis l'aéroport de Dubaï d'arriver directement au site après 1 heure de transport. Dubaï, à travers la vision de cette exposition universelle, vise et c'est le message qui a été choisi, à connecter les esprits et construire le futur. C'est à la fois un moment pour créer, innover, collaborer, et c'est un moment démultiplicateur pour révéler le pouvoir des connexions. Ce pouvoir des connexions, il prend une forme tout particulière à travers 192 façons de voir le monde. Pourquoi 192? C'est le nombre de pays qui sont représentés à l'exposition universelle, ce qui montre à quel point tous les États, quasiment tous les États du monde, disposent d'un pavillon, et ça montre à quel point l'histoire a pu être forte, solide à travers les années, puisque depuis 170 ans, les expos jouent un véritable rôle de plateforme pour présenter les grandes innovations qui ont façonné le monde. On pense à l'exposition universelle de New York, la New York World's Fair en 1939 avec la télévision. Le Crystal Palace, nous l'avons évoqué. D'autres découvertes importantes, d'abord dans le domaine des ordinateurs, avec les premières commandes vocales mises en lumière en 1962 lors de Century 21, l'exposition de Seattle, les téléphones qui ont aussi été valorisés à Philadelphie, à Osaka au Japon avec la technologie des téléphones mobiles,
L'alimentation, très important, c'est un thème qui a été repris par l'Exposition universelle de Milan, où Rennes Métropole, Quimper Communauté et Saint-Brieuc Agglomération étaient représentés. De nombreuses innovations alimentaires ont ravi les papilles des visiteurs en faisant leur début aux expositions universelles, et c'est notamment le cas du popcorn et du ketchup à Philadelphie, ou encore des cônes de crème glacée à l'exposition universelle de Saint-Louis, dans le Missouri. Nous avons, dans le domaine architectural, beaucoup de signatures qui restent et qui perdurent. Et je voulais rappeler que le 22 février dernier, la consul générale de France à Dubaï, Nathalie Kennedy, a inauguré l'escalier originel de la Tour Eiffel dans un havre de verdure au sein de l'exposition universelle de Dubaï. En saluant à ce titre la formidable complicité qui a pu exister entre Gustave Eiffel et son amie Jeanne Adore, qui avait fait fortune dans le commerce du thé, cette boisson si propice aux échanges, aux discussions et aux débats d'idées. D'autres œuvres sont intéressantes à souligner. Je pense au pavillon canadien avec l'œuvre Forward, qui est un tunnel numérique qui change perpétuellement de forme, de motif et de direction. Et cette œuvre fait allusion à l'avenir, si fragile que le simple fait d'y penser peut en changer le cours. Est-ce que l'année 2022 sera meilleure et quel va être le pouvoir des femmes dans ce domaine? Eh bien, les innovations alimentaires, à travers le Saint-Grégoire, ce camembert et toute cette aventure du lait qui est derrière, interrogent certainement comment les femmes peuvent aussi apporter leur part de créativité. Il y a à l'exposition universelle de Dubaï un pavillon des femmes qui est actuellement soutenu par un grand joaillier, Cartier, qui s'est toujours intéressé aux pêcheurs de perles dans le golfe Persique, mais également à l'engagement des femmes. Engagement qui a pris de nombreuses formes pendant l'occupation. Et la directrice de la création de Cartier avait notamment conçu une broche sous l'occupation qui représentait un oiseau en cage. Et à la Libération, une nouvelle broche sera conçue, que vous voyez ici sur ces croquis, où l'oiseau est sorti de sa cage. Le Women Building a été conçu et construit lors de l'exposition universelle de Chicago, 1893. Et Dubaï a repris cette idée pour élaborer un pavillon des femmes qui comprenait un espace. L'expérience de Chicago comprenait un espace d'exposition, une salle d'assemblée et une bibliothèque. Et dans le hall d'honneur, y apparaissait cette formule: il faudra beaucoup de temps avant qu'une telle agrégation du travail des femmes, comme on peut le voir maintenant dans le Women Building, puisse être à nouveau rassemblée de toutes les parties du monde. La contribution des femmes a aussi été stimulée grâce à l'implication d'une franco-américaine, Bertha Honoré Palmer, qui a mobilisé et réuni autour d'elle des militantes de Chicago pour suggérer la création d'un Women Department for the Fair. Et son travail a été salué dans la presse, dans les colonnes de grands journaux américains, à travers la mobilisation de son réseau, son entre-gens, le mécénat de compétences qu'elle a aussi voulu mobiliser autour d'elle, et l'occasion aussi de rappeler les origines françaises de cette femme d'affaires, philanthrope, mécène et collectionneuse d'art. Son arrière-grand-père, Jean-Antoine Honoré, possédait la première ligne de bateaux à vapeur reliant Louisville à la Nouvelle-Orléans, et son père, Henry Hamilton Honoré, était un riche promoteur immobilier. Elle recevra une éducation très soignée à Chicago, où sa famille s'installera et laissera quelques traces, en particulier ici la Palmer House, cet hôtel historique de la ville de Chicago qui appartient aujourd'hui à Hilton et où a été aussi inventé le brownie, ce dessert si typique des États-Unis, créé à l'initiative d'un cuisinier. Vous pouvez retrouver ici des images de ce pavillon des femmes qui a
avait fait l'objet d'un concours dans lequel 1400 architectes avaient soumis un projet et le Conseil des architectes a sélectionné le plus intéressant que vous voyez ici en photo. Cette idée de pavillon des femmes, d'exposition des femmes a beaucoup voyagé, y compris en Europe du Nord. Et au Danemark, une aristocrate, Sophie Oxholm, a voulu prendre l'initiative d'organiser une exposition de femmes. Ce qu'il faut retenir de ces grandes agoras de co-création, de concertation entre des talents du monde entier, c'est que la liberté favorise la créativité, l'innovation et les opportunités. Ici, vous voyez un très vieux guide consacré à l'exposition de San Diego en 1915 qui avait été lancé avec l'ouverture du canal de Panama et qui entendait souligner l'importance du port de San Diego pour le transport de marchandises, transport portuaire en direction du nord-ouest des États-Unis. Alors, comment envisager demain le futur? Vous savez que la ville de Rome est candidate pour accueillir une exposition universelle autour du thème « L'éternelle révolution ». C'est un élément qui va aussi apporter de l'eau au moulin à la préparation au Japon de l'exposition universelle de 2025 qui se déroulera dans la ville d'Osaka, berceau de la révolution industrielle japonaise sous l'ère Meiji, à travers cette région industrieuse qui est le Kansai, où résident beaucoup de Français. La Manchester de l'Orient n'est pas à son premier exercice, puisqu'en 1970, une première exposition universelle s'était déroulée au Japon avec l'idée de concevoir un rendez-vous futuriste. Et le thème choisi pour Osaka en 2025 s'inscrit dans cet esprit, concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Trois sous-thèmes rythmeront aussi la participation de pavillons représentés et venant du monde entier, sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Il s'agit à la fois d'un rendez-vous unique, avec ce projet immobilier d'invention sur la mer que vous voyez ici et qui sera le site majeur, laboratoire vivant des peuples, laboratoire pour une société de l'avenir. Je voudrais vous remercier pour cet échange, débattre maintenant comment Saint-Grégoire pourrait rayonner au-delà des mers et des océans grâce aux expositions universelles. Et je suis à votre disposition pour vous répondre à vos questions, vous faire part de mon témoignage suite à ce voyage d'études à l'exposition universelle de Dubaï. Je vous remercie à tous pour votre attention et réfléchissons ensemble à de l'innovation alimentaire pour demain, à la transformation de produits laitiers, à la place aujourd'hui que l'Europe, la Bretagne peut occuper dans le domaine de la sécurité alimentaire qui intéresse tant le Moyen-Orient à l'heure de l'exposition universelle. Et ce sera mon mot de conclusion. À Dubaï, il faut véritablement cultiver son French flair. Merci à vous et je vous propose maintenant d'ouvrir le débat.